Le château de Versailles est l'un des plus beaux trésors du monde. Tout ce que compte cet immense domaine a été réalisé par les plus grands artistes de l'histoire. Tout ici, ou presque, est un trésor. Nous pouvons aujourd'hui admirer cet immense domaine unique au monde grâce à une équipe de conservateurs qui le maintient dans un état remarquable. Je vous propose de les suivre car ils vont vous faire découvrir un Versailles différent, un Versailles secret. Ils vont nous permettre d'aller à la rencontre de notre histoire. Ils vont nous faire pénétrer dans les coulisses de ce domaine. Les outils les plus en pointe, comme les plus traditionnels, sont utilisés afin de faire vivre cette résidence royale et ce musée dans le seul but de nous présenter les plus beaux trésors de l'art français. Je vous propose maintenant de pousser toutes les portes du domaine et de découvrir les trésors du château de Versailles. Le domaine royal de Versailles s'étend aujourd'hui sur plus de 800 hectares. Il est composé de 3 châteaux, de 2 écuries, de multiples jardins, de parcs et de nombreuses dépendances. Et derrière tout ça, il y a 1000 personnes qui travaillent. Il y a 7,5 millions de visiteurs qui viennent chaque année. Nous allons vous faire découvrir son évolution au XVIIe et XVIIIe siècle grâce à de formidables reconstitutions en 3D. Du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, le domaine est la proie des ravages de l'histoire et du temps. Ce que découvre le ministre est choquant. Il voit qu'on a mis des gamelles dans la galerie des glaces pour recueillir la pluie qui tombe des voûtes. Il a fallu la volonté et l'énergie d'hommes et de femmes passionnés pour redonner toute sa splendeur à ce trésor classé au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui, les équipes du château s'emploient chaque jour à conserver, restaurer la magnificence de ce lieu et de ses chefs-d'œuvre. Ce sont des sièges tout à fait exceptionnels, c'est un mobilier tout à fait original, donc l'une des très belles pièces du hameau. Avec eux, nous allons découvrir comment, à Versailles, le château est remeublé pour retrouver son apparence de résidence royale, comme dans les appartements des filles de Louis XV ou les petits cabinets privés de Louis XVI qui nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Vous allez découvrir les derniers chantiers de restauration, comme le hameau de Marie-Antoinette, et pénétrer dans les ateliers des artisans d'art qui redonnent vie à des objets d'exception. J'ai eu la bonne surprise de retrouver de l'or qui a été posé à l'époque de Louis XV, en fait, pour la commande royale. Donc c'est vraiment très émouvant. Ensemble, nous allons pénétrer dans des lieux méconnus et nous glisser dans les coulisses d'une exposition temporaire spectaculaire. Là, on peut donner l'impression de ce que les contemporains pouvaient ressentir en face de ça. Enfin, vous allez découvrir des chefs-d'œuvre insoupçonnés qui vont faire l'objet d'un grand projet, le musée de l'histoire de France. Nous avons la chance d'avoir cette collection qui est un vrai trésor, c'est-à-dire nous sommes le seul pays au monde qui conserve toute son histoire nationale dans un même lieu. À travers ces trésors, nous allons croiser des rois, des reines, des favorites, des courtisans dans le plus beau palais du monde qui a fait l'histoire de France. Aujourd'hui, dans les jardins de Versailles, des visiteurs se pressent autour d'un bassin et sa fontaine afin d'en admirer les détails et d'en commenter la beauté. C'est le bassin de la Tonne qu'ils admirent. Et pour cause, il vient tout juste d'être entièrement restauré. On peut dire du bassin de la Tonne que c'est un des trésors de Versailles. C'est à peu près l'équivalent de la galerie des glaces dans les jardins du château de Versailles. Les jardins de Versailles sont bâtis sur un axe orienté est-ouest, à l'image de la course du soleil. Sur cet axe, on trouve le Grand Canal, le bassin d'Apollon, le tapis vert et le majestueux bassin de la Tonne, avec ses marbres polychromes, son riche décor de plomb pour des jeux d'eau éblouissants. Il a fallu réunir 7 corps de métier d'excellence pour une restauration qui a duré 2 années. Quand on a ouvert finalement ce bassin de la Tonne, c'est comme si on avait fait une opération à cœur ouvert. On est allé au cœur de ce bassin. Et je crois qu'une de mes émotions les plus fortes, c'est lorsque l'architecte des jardins m'a dit, vous voyez, la glaise que vous voyez là, certainement que le nôtre l'a vue aussi. Ce bassin fait partie d'un ensemble exceptionnel, unique au monde, le domaine de Versailles.
Ce domaine a vu le jour au XVIIe siècle grâce à la volonté et l'imagination d'un seul homme, le roi de France. Tout commence en 1623, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé quelques années plus tard par un tout petit château de briques et de pierre. À l'automne 1624, le premier Versailles naît. Ce qu'il reste de ce château, c'est l'actuelle cour de marbre dont le volume est resté inchangé. Le roi Louis XIV accède au trône en 1643. Il a 5 ans. Très attaché au château de son père, il décide une fois adulte de grands travaux et fait construire 2 nouveaux bâtiments de part et d'autre de la cour. C'est à ce moment-là que va naître un décor mythique, aujourd'hui disparu. La grotte de Thétis était une grotte artificielle. L'effet de surprise provoqué par le contraste entre la simplicité du décor extérieur et la profusion baroque de l'intérieur en fit l'une des réalisations les plus extravagantes du jeune roi. Pour se rendre compte de l'atmosphère qui pouvait y régner, il faut aller dans le Val-de-Loire, voir la grotte de la Bastide d'Urfé. Elle a été conçue quelques années plus tôt et offre un aperçu saisissant de ce que pouvaient être ces décors féeriques. La grotte de Thétis est une sorte de loggia qui ouvre sur les jardins par 3 arcades et qui est un lieu de divertissement, puisqu'il y a des effets d'eau, des jeux d'eau avec de l'eau qui sort du sol, qui goûte des lustres. C'est dans les entrailles du château de Versailles que l'on peut retrouver le plus bel ensemble statuaire qui trônait dans la grande salle de la grotte. Voici les derniers vestiges de la grotte de Thétis, 3 magnifiques sculptures en marbre, Apollon servi par les nymphes, les groupes des chevaux du soleil, les chefs-d'œuvre de Versailles, la Joconde de Versailles, aujourd'hui conservée en réserve puisque la grotte, malheureusement, a été détruite. À partir de 1668, l'architecte Louis Levaux enveloppe le château de Louis XIII et réalise 2 grands appartements en symétrie pour le roi et la reine. Le grand appartement du roi, une majestueuse enfilade de 7 salons, sera doté des décors les plus somptueux. Ces salons d'apparat deviennent le cadre des actes officiels du souverain. Mais il ne se contente pas de rendre les intérieurs majestueux. Il va apporter le même raffinement dans les jardins. Ici, n'existaient que des bois, des prairies et des marécages. À partir de 1679, Mansart agrandit de nouveau le château avec l'aile du Midi pour loger les princes. Il réalise une grande et une petite écurie et les ailes des ministres pour tous les services administratifs du gouvernement. 3 ans plus tard, le roi fixe sa cour et le gouvernement à Versailles. Dès lors, ce château sera l'assise de sa politique intérieure et extérieure. Mais Louis XIV va demander à son architecte Jules Hardouin-Mansart de fermer la terrasse sur le parc pour créer une grande galerie
appelée aujourd'hui Galerie des Glaces. Elle deviendra le grand espace de réception et d'apparat de la cour. Versailles est alors un véritable outil politique pour Louis XIV, une façon sublime de montrer sa puissance. En 1987, le roi Soleil demande à Mansart de construire un petit château où il peut se retirer un peu pour plus d'intimité. Ce sera chose faite dans le parc du domaine, avec le Grand Trianon. Louis XIV dira « J'ai fait Versailles pour ma cour, Marly pour mes amis et Trianon pour moi ». Il manquait au château une chapelle digne du projet du souverain. En 1689, un chantier est lancé par Jules Hardouin-Mansart. Dédié à Saint-Louis, ancêtre et saint patron de la famille royale, cette chapelle est le dernier édifice construit à Versailles sous le règne de Louis XIV. Les équipes du château ont retrouvé un objet symbolique, prouesse de l'artisanat d'art français, une clé que l'on a exceptionnellement ressortie de sa vitrine. C'est un objet tout à fait royal avec la couronne royale qui la domine, le chiffre, c'est-à-dire les initiales de Louis XIV, le double L entrelacé et un très beau penne marqué d'une fleur de lys mais ajourée. C'est vraiment la clé de la chapelle parce que elle s'adapte parfaitement à l'entrée de serrure. Et puis on retrouve le même décor avec cette couronne royale ici qui somme l'entrée de serrure et ici qui est au sommet de la clé. Ce fabuleux objet en bronze doré avait disparu à la Révolution française. Il est revenu au château grâce à un don par l'intermédiaire de la Société des Amis de Versailles. C'est une clé qu'on a dû remettre au roi le jour de l'inauguration de la chapelle parce que c'est un très bel objet et évidemment qui vient concrétiser l'inauguration de l'achèvement de l'édifice. 300 ans après, elle revient à son lieu d'origine et c'est donc un événement extrêmement émouvant. La chapelle royale est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art sacré. Pas moins de 2 architectes, 8 peintres et 110 sculpteurs furent mobilisés pour concevoir et réaliser le dernier grand chantier de Louis XIV. Un projet dans lequel le roi fut particulièrement investi. Louis XIV ne connut sa chapelle que les 5 dernières années de sa vie. Dans cette dernière partie de règne, le roi déplace sa chambre au centre du château. Cette chambre rythme les cérémonies de la journée et la vie de tous les courtisans de Versailles. C'est ici que Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715. Lorsque son arrière-petit-fils, le roi Louis XV, s'installe à Versailles, il va subir l'étiquette stricte mise en place par Louis XIV. D'un tempérament solitaire et plus sombre, il va rechercher plus d'intimité et faire aménager de petits appartements derrière le grand appartement de parade.
cet espace fonctionne comme un hôtel particulier dans lequel Louis XV va vivre quotidiennement. Et il faut savoir qu'il y a des courtisans qui ont habité Versailles pendant des dizaines d'années et qui n'ont jamais vu cet espace, alors que nous sommes à 5 mètres des espaces les plus publics du château. On entre dans ces appartements intérieurs par des portes dérobées, juste à côté de la bouillonnante galerie des glaces. Et progressivement, on glisse des appartements les plus officiels aux plus intimes. Ces appartements font le tour d'une cour intérieure, la cour des serfs. Louis XV y organise de petits soupers. Pour la première fois dans l'histoire, le roi dîne en petit comité et c'est un véritable privilège d'être convié à ces repas intimes. Tout le monde était assis, chose complètement inconcevable à l'époque d'être assis en présence du roi. Chacun se servait en prenant la bouteille de vin, les plats. Et donc une véritable convivialité dans un espace réduit du château. Caille d'abondance au miel de Nouvelle-France. Voilà qui nous plaît. Accompagné d'une crème de cardon en caisse et d'une purée de giromont. Un miracle. Mes amis, mangez de bon appétit. À la fin de son règne, il fait construire ce qu'il manquait au château, l'Opéra Royal. Dans cette salle de spectacle, il va aussi montrer son goût de la discrétion. Cet Opéra Royal possède une loge fermée où le roi pouvait assister au spectacle presque incognito, accompagné de ses proches et de ses ministres. Plus grande salle de spectacle d'Europe au moment de son inauguration en 1770, l'Opéra Royal est paré du plus grand raffinement décoratif. Pour sa favorite, la belle marquise de Pompadour, Louis XV demande à son premier architecte de construire un pavillon d'un genre nouveau, le Petit Trianon. Jacques-Ange Gabriel va imaginer un écrin néoclassique, un édifice de plan carré, simple et épuré. Les décorations intérieures sont du dernier raffinement, comme les boiseries, qui rendent hommage à la nature et à l'atmosphère champêtre. Louis XV s'éteint en 1774, laissant le royaume à son petit-fils, Louis XVI, qui offre le domaine du Petit Trianon à Marie-Antoinette. Elle y crée un univers personnel et intime, loin des fastes de la cour. Un trésor reflète à merveille cette époque. C'est le portrait de Marie-Antoinette par le peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, le plus connu au monde de la reine. On y retrouve, je dirais, tout le talent de l'artiste, cette grande élégance, cette grâce, mais également, je dirais, cette poésie qui est le propre de cette peinture et surtout l'expression du sentiment. C'est un peintre qui éprouve beaucoup d'empathie, qui nous donne une image de la reine idéalisée, mais ressemblante, et je dirais que la reine est sublimée sous le pinceau de l'artiste. Si la reine se sent bien au Petit Trianon, le roi aime son château, dont il ne modifie pas la structure. Avec Marie-Antoinette, il renouvelle la décoration de leurs appartements, comme la chambre de parade de la reine. Il fait également quelques modifications dans ces petits appartements, où les souverains vont rechercher encore plus d'intimité, comme dans le salon des jeux. Ici, en fait, on jouait. Alors, on jouait au tric-trac, on jouait au brelan, on jouait au tri, on jouait aux quadrilles. Donc, vous aviez pour ce faire un certain nombre de tables pour les besoins du jeu. C'est ici que le roi se réunit après le souper avec quelques convives triés sur le volet. Le roi adorait jouer au tric-trac, l'ancêtre du backgammon. Chose rare, la plupart des meubles du salon des jeux sont ceux qu'a connus Louis XVI. 25 chaises sur les 36, qui est un cas tout à fait exceptionnel, les 4 encoignures de Rissner.
Et on sait combien l'ébéniste était couru et quelle importance il avait. Et vous remarquerez le travail admirable de marqueterie en mosaïque enrichie de bronze doré de très grande qualité. De leur côté, les petits appartements de la reine vont connaître avec Marie-Antoinette des décors remarquables. Le cabinet doré est un chef-d'œuvre absolu. C'est la pièce au monde où l'on compte le plus de meubles et d'objets d'art ayant véritablement appartenu à la reine. C'est une des pièces les plus intimes du château de Versailles. Habituellement, elle n'est visible qu'à travers une vitre de protection. Pour échapper à la pression de la cour, la reine demande aussi à son architecte de lui édifier un petit village normand dans le parc du Petit Trianon. Ce sera le hameau. Elle est à la pointe de la mode et la tendance est à la nature, à l'atmosphère champêtre. Mais les souverains disparaissent trop souvent dans leurs espaces intimes. Ils ne voient pas se profiler le mécontentement et les événements qui s'approchent. À Paris, la faim et les mouvements politiques engendrent des émeutes. Le 5 octobre, 6000 femmes vont marcher sur Versailles. 5 d'entre elles rencontreront le roi. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Ton Majesté. Du pain. Laissez, vite! Du pain. Du pain? Mais vous aurez du pain, je vous le promets. Le roi promet du pain, mais les émeutiers ne partent pas pour autant. Chose incroyable, la famille royale va se coucher. Et en bas, le peuple campe pendant quelques heures. Nous sommes le 6 octobre. Il est 5h30 du matin. Après un incident dans la cour de marbre, c'est l'étincelle. Et alors là, on bascule dans quelque chose de complètement fou. La foule en furie se précipite à l'intérieur du château. Sans réfléchir, les émeutiers se dirigent d'abord vers la porte la plus proche, celle située à droite, en haut de l'escalier. Elle ouvre sur la salle des gardes de la reine. Marie-Antoinette se trouve dans ses appartements, gardée par ses seules femmes de chambre qui s'empressent de verrouiller les portes. Les femmes de chambre entendent un garde du corps qui crie « Sauvez la reine » et la reine est poussée par ses femmes par le passage secret qui la relie à l'appartement du roi. Marie-Antoinette est quand même assez agitée, elle n'a qu'une idée, c'est de se retrouver auprès de ses enfants et auprès du roi. Et elle sait que ce passage-là, traditionnellement, est toujours ouvert. Arrivée à la porte de l'œil de bœuf, la porte est fermée à clé. Marie-Antoinette, effrayée, tambourine à la porte. Mais on ne lui ouvrira qu'au bout de 5 longues minutes. Alors même qu'elle se précipitait ainsi vers la chambre du roi, Louis XVI, de son côté, s'est rendu chez sa femme par un passage privé situé à l'entresol. En sortant de ce passage, Louis XVI se rend directement dans la chambre de la reine, qui se trouve juste derrière. Les femmes de chambre le rassurent, la reine est saine et sauve, donc le roi n'a plus qu'à reprendre cette fois-ci ce passage-là, se retrouver dans l'œil de bœuf et retrouver l'ensemble de la famille royale qui l'attend. De leur refuge, les souverains entendent la foule exiger leur retour à Paris. C'est la première fois que une grande masse de population comme ça fait plier le pouvoir en son cœur. Et c'est pas la prise de la Bastille, ça, c'est vraiment la population qui fait plier le pouvoir. Donc c'est beaucoup plus important que la prise de la Bastille, en quelque sorte. Quelques heures plus tard, sous un radieux soleil d'automne, la famille royale monte en carrosse et quitte Versailles.
le roi prisonnier des événements, voit disparaître au loin le château qu'il a vu naître. Jamais plus aucun souverain n'habitera le château de Versailles. Menacé de destruction, le domaine est finalement préservé. Sous le Premier Empire, Napoléon ne s'installe pas au château, mais fait réaménager le Grand Trianon. Il souhaite y séjourner à la belle saison avec sa nouvelle épouse, Marie-Louise. Je me trouve ici dans l'appartement de l'impératrice à Grand Trianon, dans son salon des glaces. Ce salon est le plus beau de l'aile sud. Il a conservé son décor Louis XIV et a été entièrement remeublé par Napoléon. Une grande partie du mobilier présent ici sont les meubles d'origine. Nous avons dans ce salon un ensemble exceptionnel des frères Jacob Desmalter qui ont créé le style empire et signé de nombreux trésors du mobilier français. Les rideaux sont en lampasse de soie d'origine, dit des 4 parties du monde et tissés à Lyon. Au Premier Empire succède la Restauration. En 1832, le roi Louis-Philippe transforme l'ancienne résidence royale en un musée de l'histoire de France. Les anciens appartements des princes de l'aile du Midi sont remplacés par une grande galerie de peinture, la Galerie des Batailles. Quelques années plus tard, en 1875, la Troisième République fait aménager la salle du Congrès qui peut accueillir l'Assemblée et le Sénat. Tous ces événements et ces bouleversements ont malmené le château qui n'est plus la splendeur qu'il a été. Mais c'était sans compter sur quelques passionnés. Aujourd'hui, Versailles a retrouvé la splendeur d'antan. Les remous du 19e siècle n'ont pourtant pas épargné le château. On peut dire que dans les années 1880-1890, il reste quand même plus grand-chose des beaux décors. Tout ça est dans un état d'abandon, dans un état de désordre, de poussière aussi, il faut le dire, terrible. Nous sommes en 1887. Un historien nommé Pierre de Nolhac devient conservateur du musée de Versailles. Petit à petit, il se prend de passion, il se prend d'amour pour les lieux, et lui, avec la rigueur de l'historien, il va revenir aux sources, il va sortir les archives, les plans, etc. Il réécrit l'histoire de cette maison. Dès son arrivée, Pierre de Nolhac veut mettre en place une organisation scientifique. Pour atteindre son but, il réaménage des salles, décroche des œuvres, remet à jour certains décors historiques. Il crée la première politique de conservation et fait de Versailles le lieu de promenade préféré des Parisiens. Mais la Première Guerre mondiale vient tuer dans l'œuf ce regain de vie au château de Versailles. Bien qu'éloigné de la ligne de front, le domaine est délaissé. Et quand Pierre de Nolhac le quitte en 1919, les bassins sont éventrés, les canalisations crevées, les murs fissurés, les toitures percées. C'est d'outre-Atlantique, en mai 1924, qu'une solution vient se profiler. John Davidson Rockefeller Jr., le fils du célèbre milliardaire, qui a fait la guerre en France et en admire le patrimoine, décide de lui venir en aide. Les dotations des Rockefeller vont être une sorte de miracle pour Versailles. Parce que là, on peut se mettre vraiment à restaurer les bâtiments, à reprendre les jardins. Et bien entendu, pour l'État français, c'est un petit peu la honte quand même. Donc les députés, comme par miracle, se mettent à voter des fonds, ce qui veut dire que d'un seul coup, c'est une pluie d'argent qui se répand sur Versailles. Reçu officiellement par M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, M. et Mme Rockefeller visitent la demeure royale. Mais cette parenthèse enchantée est de courte durée. La Seconde Guerre mondiale éclate, Versailles subit de nombreuses dégradations. En 1951, le conservateur en chef du château alerte le ministre des Beaux-Arts, André Cornu, sur l'état de délabrement de Versailles. Et ce que découvre le ministre est choquant. Il voit qu'on a mis des gamelles dans la Galerie des Glaces pour recueillir la pluie qui tombe des voûtes. C'est épouvantable. Donc il est grand temps de faire quelque chose. Le ministre sait que les subventions de l'État ne suffiront pas. Alors, en homme de communication, il sollicite à la radio l'aide des Français.
nous avons retrouvé son intervention radiophonique qui a été un tournant dans l'histoire du château. Vous dire que Versailles menace ruine, c'est vous dire que ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre de l'art qu'on peut craindre de voir disparaître, mais en chacun de nous, Français, une image de la France qu'aucune autre ne saurait remplacer. J'ai calculé que si chacun y affectait l'argent d'un paquet de Gauloises, les 5 milliards seraient trouvés. Et l'on voit les Français partout mettre la main à la poche. Les Français fortunés qui font de gros chèques, mais également, on a vu arriver à Versailles des tout petits chèques de 5 francs. Mais peu importe, si tout le monde s'est mis ensemble, c'est que Versailles est dans l'inconscient collectif une sorte de trésor suprême. Mais en avril 1953, le conservateur du château décède brutalement. André Cornu doit nommer son remplaçant. Celui qu'il choisit ne fait pas l'unanimité. Il s'appelle Gérald van der Kemp, n'est pas spécialiste de Versailles et a à peine 30 ans. Dans les milieux autorisés, c'est l'effroi. Qui est ce van der Kemp? Eh bien, c'est l'homme qui, quand même, à Valençay, protégeait les réserves du Louvre pendant l'occupation. Il a été mis en joue, il a été mis au peloton d'exécution pour révéler l'endroit où se trouvait un certain nombre de trésors et il a refusé de parler aux Allemands, qui ne l'ont pas tué. Et il est une sorte de héros de guerre, si vous voulez. C'est la raison peut-être pour laquelle Cornu le nomme. Gérald van der Kemp nourrit pour Versailles une véritable ambition. La grande idée, l'idée géniale de Gérald van der Kemp, c'est de remettre du mobilier à Versailles. Toutes ces grandes pièces, toutes vides, il veut les remeubler. Mais ça, c'est pas une mince affaire. En effet, la tâche est grande. Le château est vide. Tout le mobilier d'Ancien Régime a été dispersé à la Révolution et se trouve disséminé à l'étranger, éparpillé dans les musées ou les institutions d'État. Mais Gérald van der Kemp ne se laisse pas décourager et va donner son élan à la politique de remeublement au château. Il fait revenir les œuvres, mais se heurte parfois à des refus. Ainsi, le musée du Louvre résiste à se séparer de ce qui fut l'un des plus beaux trésors de Versailles, le bureau à cylindre de Louis XV. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il a été réalisé par Riesner, le plus grand ébéniste de son temps. En fin politique, van der Kemp profite de la réception d'Élisabeth II en 1957 pour réclamer le bureau provisoirement. La demande est officielle, le Louvre s'incline. Sauf qu'une fois que le secrétaire a été là, il n'a plus été question du tout de le voir repartir. Et van der Kemp a dit, pour que le secrétaire s'en aille, il faudra me passer sur le corps. Moi vivant, il restera à Versailles. Et à l'heure où nous parlons, il y est toujours. Cette œuvre d'art n'a pas livré tous ses secrets. Et aujourd'hui, 3 siècles après sa création, les équipes de la conservation se penchent encore sur ces mystères. Il aurait été teint de multiples couleurs. Elles sont verdâtres, vous voyez? Quand il est comme ça, là c'est vert, de là où je suis, là c'est verdâtre. Et quand vous êtes en face, enlevez votre lampe, on est dans les rouges ou dans les jaunes. Ah bah complètement. Au lieu de voir un meuble avec un bois avec des tonalités majoritairement dans les marrons, là vous imaginez un bois avec du blanc, du rouge, du vert, du violet, du mauve et toutes les couleurs de l'univers. Afin de percer ce mystère, une collaboration avec le Laboratoire des musées de France est menée et les dernières avancées technologiques utilisées. Vous avez d'abord la photographie de la marqueterie telle qu'elle se présente aujourd'hui et 2 photographies complémentaires ont été faites, l'une sous infrarouge et l'autre sous ultraviolet. L'infrarouge révèle d'éventuelles inscriptions, comme la signature de l'ébéniste. L'ultraviolet permet de percevoir les anciens pigments. Là, vous avez une vue d'ensemble en ultraviolet et on voit très bien que les fleurs que vous avez ici, qui sont en poirier, étaient des fleurs rouges. Donc aujourd'hui, elles sont oranges et là, ça prouve que ces fleurs étaient rouges à l'origine. Le bois, c'est de l'amarante et à l'origine, ce bois était couleur violet ou
couleur lit de vin, vous voyez. Et ce bois-là, qui est couleur, qui tire maintenant sur le vert, était gris argent, qu'on retrouve régulièrement sur les meubles de cet ébéniste-là. Et toutes les branches, le feuillage et les fleurs allaient justement du bleu au vert. Les branches étaient vertes, le ruban devait être probablement bleu et les fleurs devaient être jaunes. Mais revenons aux années 60. Gérald van der Kemp ne se contente pas de faire revenir ce magnifique bureau de Louis XV. Béatrix Saul, aujourd'hui directrice générale du château, a travaillé sous sa direction et se souvient. Gérald van der Kemp a eu l'audace de faire des restitutions complètes dans la chambre du roi et dans la chambre de la reine. Alors voilà quelque chose que je vous présente qui est tout à fait inédit. C'est la maquette faite par nos ateliers à grandeur et suivant les inventaires du lit de la chambre du roi. C'est très exceptionnel que je vous le montre, personne ne l'a encore vu. Il nous faut beaucoup de passementerie pour faire cela, puisque simplement pour la passementerie, il nous faut 40 kilos d'orphin. Le fait de oser refaire à l'identique la tenture de la chambre du roi et tout le lit du roi en brocart, hein, il a mis 20 ans pour le faire, fil d'or, hein, c'était extraordinaire d'audace. Puis il remet en état le Grand Trianon, qui va dès lors servir sous la Ve République de résidence pour les chefs d'État étrangers lors des visites officielles. Gérald van der Kemp donne un nouveau souffle au château de Versailles, un souffle qui va poser les bases d'une politique moderne de conservation. En 27 ans, celui que l'on appelait VDK a transformé un monument menacé en une rutilante vitrine des arts décoratifs français. Les équipes de la conservation ont aujourd'hui plusieurs défis à relever. La sauvegarde des décors hérités des rois, la conservation et la gestion des collections, ainsi que le remeublement d'un palais, autrefois résidence royale. Ce remeublement nous permet de comprendre comment on vivait à Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je me trouve ici dans le salon de Mercure qui fait partie du grand appartement du roi. Louis XIV en avait fait sa chambre de parade, c'est-à-dire un lieu public destiné à la représentation et à la réception de visiteurs. Les peintures du plafond au centre duquel figure Mercure, sur son char tiré par deux coqs, ont fait l'objet d'une restauration visant à retrouver la touche originale de leur auteur. Cette restauration a été suivie d'un remeublement conduit dans le souci de rétablir aussi exactement que possible le mobilier d'étiquette dispersé à la Révolution. Arrêtons-nous un instant sur un de ces trésors, la pendule à automate réalisée par Antoine Morand en 1706 à Versailles pour Louis XIV. Le cadran en bronze ciselé représente le temps avec sa faux. Pour les heures, l'aigle et le coq agitent leurs ailes. Deux amours frappent les timbres de deux nains. Puis les portes centrales s'ouvrent et le roi apparaît sur un piédestal. L'ouverture des nuages laisse voir la renommée tenant une couronne au-dessus de la tête du roi. On entend un carillon, puis tout disparaît et l'heure sonne. Si le remeublement du salon de Mercure est achevé, vous allez voir que dans l'appartement des filles de Louis XV, de nouveaux trésors exceptionnels sont en train de prendre place dans cet appartement princier dont le rendu est spectaculaire. Aujourd'hui est une journée particulière à Versailles. Le château vient d'acquérir un trésor de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Une commode ayant appartenu à Madame Adélaïde, l'une des filles de Louis XV. Nous avons eu le privilège de la découvrir alors qu'elle vient tout juste d'être restaurée et que les équipes vont procéder à sa mise en place dans la chambre à coucher de Madame Adélaïde au rez-de-chaussée du château. Une opération pour le moins délicate, réalisée sous la surveillance de la conservatrice.
Ça fait partie du rôle des conservateurs, effectivement, d'être présents au moment des mouvements des œuvres, afin de s'assurer que toutes les conditions soient garanties pour ce transport. Il y a une attention, une vigilance à observer. Voilà. Alors peut-être est-ce que effectivement le visage est plus sérieux. Des spécialistes du transport d'œuvres d'art sont mobilisés pour déplacer cette œuvre remarquable de Gilles Joubert, un des ébénistes officiels de Louis XV. Le marbre, le travail de marqueterie et les bronzes qui font le décor de la commode demandent une technique d'emballage particulière. Une première enveloppe chimiquement neutre, une seconde qui réduit les vibrations et enfin celle qui protège l'œuvre contre les chocs. Pour pouvoir la déballer. Bien positionné par rapport au ressaut. Non, là, c'est beaucoup trop, oui. On est bien, là. Bon, voilà. C'est bien. C'est un meuble rare, donc les meubles ayant appartenu à mesdames sont relativement rares. Et en plus, l'intérêt de cette commode était également dans son décor de la façade, parce que généralement, très souvent, vous avez plutôt en façade une représentation d'un bouquet de fleurs, et là, c'est assez rare d'avoir ce décor d'architecture. Ce mobilier d'art a retrouvé une place digne de sa qualité. Les conservateurs travaillent à faire revivre les appartements des filles de Louis XV. Madame Victoire et Madame Adélaïde y ont vécu de 1769 jusqu'à la Révolution. Ces pièces ont désormais retrouvé le faste et leur fonction d'origine. L'idée fondatrice du remeublement, c'est de faire en sorte que le public comprenne comment fonctionnait Versailles. Ça, c'est rendre intelligible, faire sentir quelle était l'atmosphère de la pièce. Pour remeubler une pièce, l'idéal est de retrouver le mobilier original. Mais s'il a disparu ou s'il est hors d'atteinte, on reporte son choix sur ce que l'on appelle une équivalence. On entend par équivalence un meuble qui ne proviendra pas de Versailles, mais d'une autre maison royale, mais qui avait été livré pour la même personne ou une personne de rang équivalent. Peu à peu, ces appartements retrouvent leurs meubles et leurs objets d'art qui en étaient la parure. Mais ces objets ne sont pas présentés au public comme dans un musée. Ils sont mis en scène et on travaille jusqu'à l'éclairage pour donner une atmosphère de vie au décor. Alors nous sommes dans le grand cabinet de Madame Adélaïde. C'était son grand salon de réception où elle recevait son cercle, où elle recevait éventuellement la famille royale. Et ici, l'une des idées directrices a été de rassembler ce qui a appartenu à mesdames à Versailles, lorsqu'on pouvait retrouver ces meubles, mais également dans leur résidence privée favorite, le château de Bellevue. Le château de Bellevue était la résidence d'été de mesdames. Ce sont les meubles de cette maison ou d'autres maisons royales qui remplacent ceux de Versailles. Ainsi, la bibliothèque de Madame Victoire a retrouvé son atmosphère grâce à ce principe d'équivalence. À défaut d'avoir retrouvé les bons sièges, on a placé ici un très bel ensemble qui provient du château de Choisy, de l'ameublement fait pour la dauphine Marie-Antoinette lorsqu'elle était arrivée en France en 1770. Et c'est un mobilier qui est exactement contemporain des meubles qui avaient été livrés pour les appartements de mesdames en 1769, lorsqu'elles s'installent définitivement dans ces pièces. Pour connaître les meubles et leur emplacement, les équipes du château font un long travail de recherche. Remeubler, ça veut dire d'abord collationner toutes les informations que l'on peut avoir sur ce qui était dans une pièce. Une fois que l'on sait ce qu'il pouvait y avoir, on va aussi regarder l'état réel des collections. Car nous avons des collections avec des meubles remarquables. Et pour reconnaître ce qui était véritablement dans les appartements de mesdames, les conservateurs se réfèrent à un document, le journal du garde-meuble de la Couronne, dans lequel chaque meuble ou chaque objet est référencé avec un numéro dès sa livraison au château.
Donc là, vous apercevez du numéro 1417. C'est le 1417e meuble enregistré dans le journal du garde-meuble. Et à partir de ce numéro, donc, on peut le suivre dans les inventaires successifs du château de Versailles. On peut suivre à la trace ces meubles, leurs différentes affectations, et ensuite les repérer lorsqu'ils passent en vente. Ici, nous sommes dans la chambre de Madame Victoire, sa grande chambre officielle, et dans une pièce qui a pu être en grande partie remeublée, grâce à notamment le retour des 2 encoignures, ces 2 meubles d'angle qui se trouvent dans les angles de l'alcôve et qui avaient été livrés en 1769 pour cette chambre. Notre plus grand plaisir, c'est lorsque l'on remet une pièce que l'on vient d'acquérir à l'endroit où il se trouvait. Parce qu'il y a une sorte de magie, la correspondance parfaite. C'est ce qu'on appelle le bon meuble à la bonne place. Mais les bons meubles ne se trouvent pas tous dans les collections du château. La mission des conservateurs est de chercher à les acquérir. La magie a opéré lorsqu'ils ont fait revenir au château l'un des plus bels ensembles décoratifs des filles de Louis XV. Une garniture de 5 vases qui a retrouvé sa place sur la cheminée de Madame Victoire après un long, très long périple. Le vase central et les vases qui sont aux extrémités de la cheminée sont mentionnés en Angleterre au cours du XIXe siècle, puis ils arrivent aux États-Unis au début du XXe siècle et nous avons pu les acquérir auprès d'un marchand new-yorkais en 2012. Grâce au mécénat du groupe LVMH, le château de Versailles a acquis 3 de ces vases que Madame Victoire avait achetés à la Manufacture royale de Sèvres. Cette garniture a été reconnue œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Ils sont extrêmement rares du fait de leur couleur, de leur décor d'après le peintre Boucher et de leur forme très originale. Ici, on a les vases à feuilles de laurier, dont on connaît aujourd'hui moins de 10 exemplaires dans le monde. Donc c'est une forme tout à fait exceptionnelle, très, très sophistiquée. L'ensemble de la garniture a coûté près de 3000 livres à Madame Victoire. C'est une somme très importante. C'est tout à fait exceptionnel d'avoir pu réunir cette garniture à l'endroit même où elle était en 1772. Il s'agit du seul ensemble complet de 5 vases au monde. La magie a pu s'opérer grâce à une collaboration internationale. Pour la première fois dans l'histoire du château, le Metropolitan Museum de New York a accepté de mettre en dépôt les 2 autres vases qui étaient dans leur collection. Cette collaboration existe aussi avec d'autres institutions comme le Louvre ou le Mobilier National. Il arrive aussi quelquefois que les conservateurs aient la chance qu'un amateur d'art privé fasse don à Versailles d'une pièce de ses collections. Le don le plus récent, c'est cette très belle commode, cette énorme commode en laque du Japon et bronze doré, qui a été livrée pour la chambre de Louis XV au château de Choisy, que Louis XV remeublait à grands frais en 1744. Cette commode, acquise grâce au don de Madame Lily Safra, est de provenance royale et d'une très grande valeur. Car à l'inverse d'autres commodes dont l'ornementation était fabriquée en série, le dessin des bronzes est un modèle unique créé pour mettre en valeur des feuilles de laque du Japon, des collections de Louis XIV. Si le remeublement permet la présentation de tous ces trésors, il va encore plus loin. Nous sommes efforcés dans cet appartement de mesdames de replacer des portraits des personnages qui ont pu fréquenter ces lieux, de façon à incarner aussi les lieux. On a aussi envie de montrer des chefs-d'œuvre de Nattier, des chefs-d'œuvre de Drouet, tous les grands portraitistes du XVIIIe siècle qui sont là à leur plus haut niveau puisqu'ils travaillaient pour le roi. Ces tableaux nous révèlent que mesdames étaient de grandes musiciennes. Plusieurs instruments témoignent de leur talent. Et c'est d'ailleurs dans l'appartement de Madame Victoire qu'en 1763, Mozart, alors âgé de 7 ans, joua du clavecin devant la famille royale. C'était un jeune enfant, mais un jeune prodige, et qui était plein d'enthousiasme. Et sa première réaction a été, lorsqu'il a rencontré Madame de Pompadour, il était impressionné par cette dame, de l'embrasser. Madame de Pompadour, un peu hautaine, a refusé son baiser, et ça l'a beaucoup vexé.
Heureusement, lorsqu'il a rencontré Madame Victoire, là, le succès a été total et il a été embrassé par ces dames et couvert de cadeaux. Et c'est à la suite de cette visite que Mozart a dédié 2 de ses sonates pour violoncelle à Madame Victoire. Et c'est vraisemblablement sur ce type d'instrument que Mozart a joué lorsqu'il est venu à Versailles. Un instrument assez simple, mais de grande qualité. Les appartements de mesdames sont maintenant ouverts à la visite et le travail de remeublement continue dans d'autres endroits du château. Ainsi, juste au-dessus des appartements privés de Louis XVI, on trouve de petites pièces conservées telles qu'elles étaient en 1789, sans boiserie ni dorure. Nous sommes ici dans le jardin secret du roi Louis XVI. Passionné par les sciences, il avait installé sous les toits 10 laboratoires et ateliers, dont un cabinet de chimie, une galerie de physique, où il se livrait à des expériences. Aujourd'hui, les murs sont nus, mais à l'époque, Louis XVI y avait fait accrocher un très grand nombre de gravures. Plus de 360 disposées du sol au plafond. Alors, dans ces cabinets, on a à la fois des dessins techniques, mais aussi des illustrations d'événements familiaux. Ce qui l'intéressait intimement, c'est le roi comme homme privé avec ses intérêts personnels. Pour retrouver la trace de cette intimité, nous avons été autorisés à pénétrer dans le cabinet des arts graphiques du château de Versailles. Cette réserve possède une collection de plus de 35 000 dessins et gravures et recèle de pièces rares, dont certains figuraient dans les petits cabinets de Louis XVI. Comme une gravure de Jean-Michel Moreau, qui a été réalisée à l'occasion des fêtes données pour la naissance du dauphin. Le bal masqué. On a tout à fait au premier plan différents personnages masqués ou déguisés. Au second plan, un grand décor d'architecture qui donne la mesure de l'événement. Et puis au centre, comme le fait souvent Moreau, presque un peu perdu dans la foule, eh bien, on a le roi et la reine. Ce qui est souvent très troublant, c'est le luxe de détail. C'est assez étonnant, à partir de simplement d'une plaque gravée et d'encre, de réussir à donner toute cette profondeur, toute cette vie, toute cette lumière. Pour valoriser ces gravures d'exception, les équipes du château vont les replacer à l'endroit même où elles se trouvaient durant le règne de Louis XVI. Le roi aimait avoir sous les yeux les moments marquants de son règne et de sa vie familiale. On les place tous les trois. C'est ici qu'il était tranquille, au calme, dans la sérénité pour les activités qui l'intéressaient, comme la géographie, son goût pour les voyages, pour les nouveautés techniques de son époque. Mais l'accrochage des gravures n'est pas si simple et donne aux équipes du fil à retordre. Les écartements, ça va. Je vais baisser un tout petit peu celui-là, parce qu'il y a un problème avec le cadre là-haut. Il faut le baisser de 5 mm encore. Le but recherché est aussi de mettre en valeur ces gravures du XVIIIe siècle. Je suis très contente de l'accrochage. Parce qu'on a l'impression que ça a toujours été là. Parce que d'un seul coup, on se dit comment ça pouvait être autrement avant. Faire revivre le château de Versailles, lui redonner l'image d'un palais habité, est un travail de longue haleine et en perpétuelle évolution à la recherche de la perfection. Car remeubler les quelques 190 000 mètres carrés de ce château nécessite de la recherche, de la méthode et surtout une vision. Ainsi, les grands appartements sont redevenus l'écrin des plus belles productions du siècle de Louis XIV. Les petits appartements des rois Louis XV et Louis XVI, celui d'un art français à son apogée et au service des techniques les plus en pointe. Louis XV s'intéressait beaucoup aux sciences et en particulier à l'astronomie. Une extraordinaire pendule lui fut présentée en 1749.
C'est une merveille de science. C'est le résumé de tout le savoir astronomique du temps. La pendule, qui a demandé 20 années de calcul à l'ingénieur du roi Claude Passement, est un monument artistique et scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'horlogerie, tous les mécanismes sont reliés par un seul arbre qui marque l'infiniment petit en scandant les secondes avec le balancier et l'infiniment grand avec la rotation des planètes autour du Soleil. Louis XV aimait énormément cette pendule et d'ailleurs tous les 31 décembre, il venait la regarder pour voir le passage à l'année d'après. C'est une œuvre d'art qui est la rencontre d'une prouesse technologique avec la plus grande qualité artistique. C'est une constante chez nous de vouloir allier les connaissances scientifiques les plus pointues avec les découvertes technologiques les plus récentes, les plus innovantes, et que ce soit beau. Si le remeublement nous permet d'évoquer la vie de cour, de mettre en valeur des chefs-d'œuvre, il arrive parfois que certains d'entre eux aient subi les avaries du temps et qu'il faille les restaurer. À Versailles, il existe plusieurs ateliers de restauration qui rassemblent les plus grands artisans d'art qui exercent et transmettent leur savoir. Nous sommes maintenant dans la grande écurie du château. Je suis plus précisément dans la galerie des carrosses qui est actuellement fermée au public. Cet espace dédié aux voitures historiques va être complètement réaménagé et rouvrira ses portes au printemps prochain. Cette collection spectaculaire est l'une des plus belles au monde. Elle rassemble des voitures d'apparat qui ont toutes servi pour leur souverain. Parmi cette collection, on compte notamment les berlines du mariage de Napoléon Ier ou le char funèbre de Louis XVIII. L'une des plus belles pièces est sans doute le carrosse du sacre de Charles X qui a récemment été restauré. Ce carrosse monumental, l'un des plus grands au monde, est entièrement décoré de bronze doré. Selliers carrossiers, menuisiers, sculpteurs, bronziers, peintres d'horreur ou encore brodeurs, nombreux ont été les artisans et les artistes qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre en utilisant les plus beaux matériaux. Il y a aussi dans cette galerie une étonnante et rare collection de traîneaux. Quand les majestueuses allées du parc de Versailles étaient recouvertes de neige, la cour s'offrait le plaisir des courses de traîneaux. En ce moment, c'est ce magnifique traîneau à la sirène qui est en cours de restauration. Il a été créé vers 1740 et ce qui en fait un trésor, c'est notamment ces glacis de couleur transparent rouge et vert posés sur de la feuille d'or ou d'argent qui ressortent ici magnifiquement. Comme on le voit, une sirène d'une grande beauté orne la proue. Ces traîneaux avaient pour thème des créatures fantastiques. C'est toute la vie de la cour qui est évoquée à travers ces objets. Je vous propose maintenant de suivre ces hommes et ces femmes qui ont de l'or dans les mains. Derrière ces incroyables décors, le château de Versailles dissimule une véritable ruche où conservateurs et restaurateurs travaillent ensemble au service des œuvres. Anciens, fragiles, souvent d'une valeur inestimable, le mobilier et les objets d'art demandent un entretien constant, une surveillance irréprochable et parfois quelques interventions. Les équipes du château ont accepté de nous dévoiler leur prochain grand chantier, la Maison de la Reine au Hameau. C'est ici que Marie-Antoinette vient accompagnée de ses enfants ou de ses amis, respirer le grand air de la liberté. Ce hameau a été conçu pour avoir l'aspect d'un village. Et en réalité, c'est un château éclaté en plusieurs morceaux. Vous avez dans le pavillon central la salle à manger, le salon, la chambre de la reine, le boudoir où elle se repose. Vous avez derrière le réchauffoir, c'est-à-dire la cuisine, les bâtiments domestiques. On est là en fait dans un château qui n'en a pas l'air. Ce château déguisé en village normand s'inscrit dans la sensibilité du XVIIIe siècle, un courant artistique et social qui tente à exalter le retour à la nature et met à la mode la vie des paysans.
Il n'est plus question à ce moment-là de colonnes grecques, d'avoir une maison qui ressemble à un temple romain. On va faire un faux hameau normand pour inscrire la pratique architecturale dans les grandes idées du moment. Contrairement aux idées reçues, loin d'être le caprice d'une reine frivole, le hameau est donc dans l'air du temps. L'ennui, c'est que ce décor de théâtre très savant nécessite un entretien constant. Nous sommes ici sur un bateau, il faut vivre un pinceau à la main. C'est un bâtiment extraordinairement complexe et difficile à entretenir. Rongés par l'humidité, les murs se lézardent, les toitures s'effondrent, les dalles se dessèlent et les bois pourrissent. La sécurité n'y étant plus assurée, la maison est fermée au public depuis de longues années. Grâce au mécénat de la maison Dior, la maison de la reine va retrouver peu à peu son apparence d'origine. Il y avait ici, à l'époque de Marie-Antoinette, un grand escalier circulaire qui tournait autour d'un peuplier. J'ai demandé que l'on puisse faire des fouilles, et ces fouilles nous ont permis de retrouver les fondations de l'escalier au XVIIIe siècle. Ces fondations vont donc nous permettre de refaire l'escalier au plus près de sa vérité historique. Cet ambitieux travail de restauration vise à réhabiliter les décors de théâtre tels que Marie-Antoinette les a connus, mais surtout à conserver tout ce qui subsiste encore. Du crépi vieilli, des lézardes en trompe-l'œil, des fausses briques, du badigeon, tout ce qui faisait du hameau une ferme de théâtre. Tout l'enduit ancien et tout son décor va être scrupuleusement conservé avec des techniques de consolidation de fresques, tout simplement. C'est les travaux sur des églises médiévales qui nous ont appris les techniques qui nous permettront ici non seulement de préserver, de dégager et de consolider tout ce décor d'origine. L'intérieur ne va pas être négligé. Aujourd'hui, quelques cheminées émergent d'un désordre de plâtre, de revêtements muraux délavés et d'objets couverts de rouille. Humidité, lambris, pourris, tout est à restaurer. Donc nous arrivons là, dans la maison de la reine à proprement parler. Nous traversons la salle à manger et l'escalier lui-même est un ouvrage très particulier. Il est entièrement de la fin du XVIIIe siècle. C'est l'escalier qu'a connu Marie-Antoinette, mais dans un style à la fois rustique et archaïque, avec ses petits balustres tournés, ce vide, cet escalier très léger. On arrive ici dans la pièce principale du hameau, qui est le salon. Le salon implanté au premier étage, et là on change de monde. On arrive ici dans une pièce somptueuse, parfaitement lambrissée, avec une magnifique corniche, donnant sur deux côtés de jardin totalement différents l'un de l'autre. Ultime raffinement, les fenêtres sont aussi en trompe-l'œil. Elles ont deux menuiseries, dont l'une est à vitraux, comme celle des fermes de l'époque, pour un aspect rustique. Lorsque la reine était à l'intérieur du salon, ses volets, ses fenêtres extérieures étaient ouvertes. Et on avait, depuis ces grands vitrages, qui étaient un luxe au XVIIIe siècle, une vision sur un paysage de rêve, autour du hameau, comme un véritable tableau. Malheureusement, le splendide mobilier qui ornait ces salons a quasiment disparu. Par conséquent, pour le remeublement, c'est celui de l'impératrice Marie-Louise, la seconde épouse de Napoléon, qui occupa le hameau 20 ans après Marie-Antoinette, qui a été retenu. Nous avons pas mal d'objets datant de 1810. Globalement, si peut-être les décors sont un peu plus antiquisants pour Marie-Louise, dans l'ensemble, l'esprit de Marie-Antoinette est complètement conservé. C'est à partir des collections du château de Versailles réparties sur l'ensemble du domaine et dans les réserves que les conservateurs vont chercher à réunir ce mobilier. Ainsi, ils ont pu retrouver une série de fauteuils fabriqués pour l'impératrice Marie-Louise. Ces fauteuils donc, ont conservé leur tissu d'origine. La plupart du temps, les meubles nous parviennent avec des tissus qui ont été changés au fil du temps. Donc il s'agit de les remettre dans leur état de 1810 en s'inspirant des inventaires et donc de choisir les couleurs pour pouvoir redisposer effectivement le mobilier dans son état d'origine. Commence alors pour les conservateurs
un véritable travail de recherche sur les couleurs et les matières où la sensibilité artistique le dispute à la vérité historique. Alors, bien sûr, il y a des mouchets qui proviennent des soyeux ici pour choisir les couleurs violettes ou les verts de l'époque Empire. Vous avez ici un projet de galon. Ce sera pour le grand salon zone du hameau. L'intérêt d'avoir tous ces échantillons, c'est aussi, si vous voulez, de retrouver l'esprit d'une époque. Il est bien entendu qu'il y a des couleurs, encore une fois, comme le ponceau, bien spécifiques. Elle est décrite telle qu'elle dans l'inventaire, il faut que nous la retrouvions à l'identique. On ne peut pas se permettre des fantaisies décoratives autour d'une restitution qui se veut historique. Pour cela, la conservation fait appel à des artisans d'art du textile, tapissiers, passementiers, soyeux. Le défi qui se pose est de faire revivre le meuble tout en restant fidèle aux sources. Ces artisans sont tout à fait exceptionnels pour beaucoup. Ce sont les héritiers des grandes maisons qui déjà travaillaient du temps de l'Ancien Régime. C'est le cas pour les soyeux en particulier. Il n'y a pas de secret, si vous voulez. Tout le monde ne peut pas se taxer de refaire des pièces de château. C'est vraiment un travail tout à fait particulier. Et le résultat est spectaculaire. Bon, je vais vous révéler l'une des très belles pièces de l'ameublement du hameau. Il s'agit d'un siège qui va meubler un petit salon destiné à Marie-Louise, livré en 1810 pour ce salon. Bois d'amarante, rechampis en or, accotoir en cuivre. Une découpe en forme de gondole particulièrement originale, recouverte d'un damas blanc, orné de liserons et palmettes à l'antique. Ce sont des sièges tout à fait exceptionnels, c'est un mobilier tout à fait original, donc l'une des très belles pièces du hameau. Le salon principal de la Maison de la Reine disposait de grands panneaux de soierie jaune d'une grande rareté. Nous avons eu la chance de pouvoir les découvrir. Trop fragiles pour être exposés, ils sont conservés à l'abri dans les réserves du château. Je vous amène là l'un des panneaux d'origine datant de 1810, donc, à partir desquels ont pu être refaites les reconstitutions qui seront mises donc dans le salon du hameau. Maintenant, nous les conservons en fait comme des témoins historiques, si vous voulez, du décor du hameau, qui peut être refait à l'infini, puisque nous avons effectivement les originaux. Donc c'est devenu extrêmement précieux. C'est extrêmement rare également les peintures de Vauchelet sur soierie. Donc voilà, c'est de la documentation pour nous maintenant. Mais de la documentation très précieuse, bien sûr. Ces magnifiques panneaux vont donc être repeints sur la soie, à l'identique, et orneront bientôt le salon de la Maison de la Reine. Nous allons voir que le remeublement d'une pièce va mobiliser des artisans et des techniciens d'art. On compte au château 5 ateliers de restauration. Il y a un atelier ébénisterie-menuiserie, un atelier dorure, un atelier tapissier pour également les sculptures, pour les arts graphiques. Tous ces personnels des ateliers ont une place très importante dans le dispositif de restauration et de conservation des collections du château. Ainsi, à l'atelier de dorure de Versailles, est arrivée il y a peu une série de cadres particulièrement importants et destinés à être accrochés dans l'une des pièces du château. On restaure ces cadres puisqu'on a retrouvé les gravures, enfin les cadres qui vont avec les gravures, ce qui est quand même très rare. En fait, on a rarement le cadre de l'œuvre originale. On me les a amenés comme ça, dans cet état. Ils sont très très abîmés parce qu'en fait ils ont dû être mal entreposés à une époque, mais ils ont dû subir et de l'humidité et de la chaleur en fait. Donc le bois a beaucoup travaillé et vous voyez il y a énormément de petits éléments qui se sont détachés et il y a beaucoup d'éclats en fait. C'est un très long travail. Le travail a consisté à refixer tous les éléments décollés, combler les lacunes, et c'est sous les couches de peinture posées au XIXe siècle que Céline Blondel a découvert un véritable trésor. J'ai eu la bonne surprise de retrouver de l'or qui a été posé à l'époque de Louis XV en fait, pour la commande royale. Donc c'est vraiment très émouvant et c'est une belle surprise en fait. C'est vraiment une très belle surprise quand on les voit comme ça.
d'arriver à un résultat comme ça. Les doreurs sur bois ont les mêmes gestes, les mêmes techniques et les mêmes outils depuis des siècles. Au château de Versailles, les artisans d'art sont au service des œuvres, mais toujours dans un cadre précis lié à la politique de conservation du château. Quand j'ai un travail qui arrive à l'atelier, il y a une discussion avec le conservateur pour savoir jusqu'où on intervient, quelle couleur on veut obtenir, quel effet on veut obtenir, puisque ici on est dans un musée château, donc c'est un autre regard qu'un musée en fait. En effet, chaque œuvre à Versailles n'est pas envisagée comme un objet d'art isolé. Elle fait partie d'un décor qui a une unité tant sur la forme que le style ou les techniques utilisées. Dans les petits appartements de Louis XV, le décor est parmi les plus riches et les plus évocateurs de Versailles. Durant son règne, des tableaux ornaient les boiseries au-dessus des portes de l'antichambre. Ces œuvres ayant été dispersées à l'époque révolutionnaire, des copies en grisaille les remplacent. Les équipes de la conservation ont pu retrouver certains de ces tableaux, dont l'un est actuellement en restauration. Sa taille a été considérablement réduite après avoir quitté Versailles. Pour le remettre à sa dimension d'origine, les restaurateurs ont agrandi le châssis et remplacé les parties manquantes. C'est une œuvre qu'il faut restituer comme un décor du XVIIe siècle. Et à ce moment-là, ça justifie complètement la création des agrandissements, selon d'ailleurs une tradition propre au château de Versailles, puisque c'est quelque chose qui s'est fait pendant 200 ans. La restauration, elle est toujours entre ces deux pôles, le pôle historique et le pôle esthétique. Et très souvent, en fonction du but de cette restauration, on est plutôt dans l'histoire, l'archéologie, ou plutôt dans l'esthétique. Ce qui doit ressortir, c'est la scène centrale. Le reste, c'est du décor. Et dans cette restauration, rien n'est définitif. Toutes les interventions sont absolument réversibles. 2 des 4 tableaux qui sont revenus à Versailles ont déjà été restaurés et vont retrouver sous nos yeux leur place d'origine dans l'antichambre des chiens. La restitution du décor du tableau n'est pas visible au premier coup d'œil, mais le visiteur attentif pourra l'apercevoir. On voit là la ligne qui est ici, la marque, qui est l'original. Après 218 années d'absence, les tableaux vont être replacés dans les boiseries. Ici, vous avez en quelque sorte l'équivalent du remeublement. On peut remettre en place des tableaux qui ont été présentés jusqu'à 1797-1798 dans cette pièce. Pour faire revenir ces tableaux, il a fallu 4 longues années de négociations avec d'autres établissements. C'était des collections achetées par Louis XIV, présentées au château de Versailles, envoyées au musée central des arts, le musée du Louvre, puis déposées dans des musées de province, de Dole, de Carcassonne, de Montpellier et de Rennes. Petit à petit, l'antichambre des chiens retrouve son aspect d'origine. Mais il manque encore 2 œuvres qui sont hélas toujours au musée du Louvre. S'il est un endroit dans le château qui est la parfaite synthèse de ce travail incroyable de restauration et de remeublement, c'est le salon de l'abondance. L'atmosphère qui régnait dans le grand appartement du roi au temps de Louis XIV y a été restituée. Louis XIV est un très grand collectionneur, passionné par l'art. Il avait des collections de peinture, il avait des collections de sculptures, il avait des collections de bronze, il avait des collections d'antiques. Pour être souverain, il faut être versé vers l'Antiquité, qui est la référence. Quelques-uns de ces chefs-d'œuvre, dont bon nombre ont disparu, sont représentés sur la voûte. Les stucs, les plombs, les menuiseries, mais aussi le décor peint ont fait l'objet d'une grande campagne de restauration. Le salon, entièrement remeublé, est la quintessence du siècle qui consacre le génie du grand ébéniste André Charles Boulle. Il faut voir en Boulle aussi bien un ébéniste qu'un bronzier, avec les têtes de femmes ailées.
Et on voit l'originalité qui est en fait le souffle baroque, la magnificence baroque de l'époque, en 1708, pour le roi Louis XIV. Le travail de la conservation n'est pas seulement de remeubler ou de restaurer, mais aussi de conserver, gérer et présenter les collections au public. Je me trouve ici au premier étage de l'aile nord du château, au cœur du Musée national de Versailles. Au XVIIIe siècle, ces espaces étaient occupés par des appartements des princes du sang. On peut y voir aujourd'hui des œuvres dont l'accrochage à touche-touche était en vogue à l'époque de Louis-Philippe, qui a détruit ces appartements pour laisser place à une partie du musée de l'histoire de France. Ces salles retracent le siècle de Louis XIV à travers une galerie de peinture. Avec cette grande toile d'Henri Testelin, il s'agissait de célébrer les grands événements du règne ainsi que les grandes réalisations. La création de l'Académie des sciences en 1666 s'intègre dans ce grand projet de la monarchie absolue visant à placer l'ensemble de la vie culturelle sous la tutelle du roi. Ces collections sont au cœur des préoccupations de l'équipe de Béatrix Saul. De nombreux projets sont en cours ici à Versailles afin de rendre ces chefs-d'œuvre les plus accessibles possibles. Versailles est résidence royale, mais elle est aussi un grand musée, à la fois par sa taille et par ses collections. Des collections qui sont très importantes en nombre et aussi, et surtout, c'est moins connu, d'une grande diversité. Ça veut dire qu'il y a tout le travail pour les inventorier. Les collections du château sont classées dans une base de données alimentée par les conservateurs. Tous les 10 ans, chacun des objets d'art est passé à la loupe. Toutes les indications portées au cours des siècles sont relevées. Estampilles de l'artisan, étiquettes, numéros d'inventaire permettent de retracer le parcours de l'objet depuis sa commande jusqu'à nos jours. Cette base de données est donc nécessaire au travail de remeublement du château, mais elle va encore plus loin. Elle permet de faire un état sanitaire de l'objet à un instant T. J'ai noté donc un trou d'envol qui est ici, c'est donc présence ancienne d'un insecte xylophage, donc objet potentiellement à surveiller à cause de cela. Également, il y a en façade la ceinture, sur le côté, et dans d'autres endroits, il y a des chocs, des petits enfoncements. Je vais les noter dans la base informatisée, je vais les photographier également, et tous ces éléments permettront de connaître exactement l'état physique de l'objet. Et si jamais, par malheur, la fissure que vous avez là ou là doit s'élargir, la photo permettra de constater qu'il y a une évolution. La diversité des œuvres est telle qu'il existe sur le domaine de Versailles des lieux méconnus du public, mais qui recèlent pourtant un très grand nombre d'œuvres d'art. Le projet de l'équipe est de valoriser ces chefs-d'œuvre et de permettre au plus grand nombre de les admirer. Ainsi, la petite écurie construite par Jules Ardois-Mansart abrite les sculptures originales de la statuaire des Jardins de Versailles. Le plus bel exemple de ces sculptures est la Grande Commande, un ensemble de 24 statues commandées par le roi Louis XIV en 1674 aux plus grands artistes de son temps. C'est un ensemble de 24 allégories qui symbolisent l'influence du soleil sur le monde, sachant que le soleil, évidemment, c'est l'emblème de Louis XIV, donc c'est un hommage indirect à Louis XIV lui-même. Et ici, c'est l'heure du soir qui est représentée sous la forme de cette Diane chasseresse accompagnée de son lévrier. L'œuvre est sublime parce qu'on a une attitude presque dansante, très dynamique en tout cas. Et ensuite, le détail aussi est extrêmement soigné, l'élégance aussi de la chevelure, du diadème. Et l'art de Desjardins, justement, est perceptible dans toute cette minutie, ce souci du détail. Toutes ces sculptures en marbre de Carrare, exposées en extérieur depuis 300 ans, ont subi les intempéries et l'usure naturelle du temps. Ainsi, l'allégorie du soir, longtemps présentée sur le parterre d'eau, s'est considérablement détériorée. On
peut le voir à l'œil nu en se rapprochant de l'œuvre. On a une partie donc, où l'épiderme d'origine est préservé. Ce sont les parties abritées. Ici, le marbre est lisse. Et puis en revanche, ici, le marbre est très abîmé. On voit la structure cristalline du marbre avec les petits grains qui se déchaussent. Au toucher, c'est comme du papier de verre, hein, alors qu'ici, on est sur une surface lisse qui a gardé donc son aspect d'origine. Depuis 2008, une grande campagne vise à remplacer les statues des jardins par des copies et à mettre les originaux à l'abri. Pour mieux la préserver, la magnifique statue d'Achille à Skyros est en cours de moulage. Elle est recouverte d'une gangue d'élastomère qui épouse la forme originale et qui ensuite formera le moule. C'est dans le creux du moule que l'on va couler le matériau pour la copie, qui sera parfaitement fidèle à l'original, jusque dans ses altérations. Il ne s'agit pas de reconstituer une œuvre selon un état illusoire qui n'existe plus, mais de rester fidèle à l'œuvre au moment où on la met à l'abri à l'intérieur du château. Donc là, l'œuvre est enveloppée de cet élastomère. Quand cet élastomère sera sec, on l'enrobera encore d'un moule de plâtre et d'une chape. Et c'est après donc qu'aura lieu le démoulage et ainsi le moule sera constitué. Une fois prête, la copie sera alors exposée dans les jardins. Mais les visiteurs pourront en admirer l'original qui sera prochainement présenté sur le domaine. Une autre façon de montrer les collections, ce sont les expositions qui peuvent être organisées hors les murs, en partenariat avec d'autres musées ou dans le cadre même du château. Ainsi, nous avons pu assister au montage d'une grande exposition autour de la mort de Louis XIV. Béatrix Saul a fait appel à l'italien Pierluigi Pizzi, metteur en scène d'opéra, spécialiste du baroque, pour illustrer le grand spectacle donné en ces occasions. Les deux concurrents, le régent et le duc du Maine, qui se retrouvent ensemble. Voilà. Donc là, c'est pour voir à quelle hauteur on va le mettre. Peut-être d'être haut, voilà. Plutôt que... Ben moi, je tiens bien, là. Voilà. Voilà. Eh ben c'est bien. Là, c'est bien. Hein. Là, c'est bien. Le 1er septembre 1715, Louis XIV s'est éteint. Cette exposition sur les rites funéraires du pouvoir, une première en France, dévoile à quel point les cérémonies funèbres sont un moyen de montrer la puissance de la monarchie française. La reconstitution de ce que l'on appelle un cénotaphe accueille les visiteurs. Cette exposition s'ouvre sur un grand effet qui est la restitution à grandeur exacte de ce qui avait pu être installé dans la basilique de Saint-Denis pour abriter et honorer le corps de Louis XIV avant qu'il y ait le grand service funèbre du 23 octobre. Celui-ci est le cénotaphe provisoire. Donc là, on peut donner l'impression de ce que les contemporains pouvaient ressentir en face de ça. Ce cénotaphe, réalisé à l'époque en papier mâché dans l'attente du monument définitif pour les funérailles, n'a bien entendu pas été sauvegardé. Donc on a tout perdu et nous sommes partis d'une gravure qui nous a donné au moins l'idée et les dimensions. La maquette du monument funéraire de cérémonie a été réalisée à 1/5 de sa grandeur réelle, puisqu'il mesurait à l'époque 32 mètres de haut. Un monument incomparable de luxe. Le roi a vécu toute sa vie en représentation. Ah oui. Il continue. Il est né en représentation, donc de la même façon, il meurt devant son peuple. Il faut donner une image d'une grandeur qui a accompagné toute sa vie. À côté d'œuvres venues du monde entier, l'exposition permet aux équipes de Versailles de présenter de nombreux documents, tableaux ou objets puisés dans les collections ou non exposés d'ordinaire. Au château, le prochain grand défi, c'est le redéploiement des collections du Musée de l'Histoire de France dans les galeries historiques du château.
Ce musée, créé par Louis-Philippe en 1837, rassemble des chefs-d'œuvre accumulés par ses prédécesseurs et d'autres commandés sous son règne. Il raconte une histoire de France continue depuis Clovis jusqu'en 1830. C'est l'album de la France. Dans le musée Louis-Philippe, ce sont les moments heureux de la France qui sont représentés et on n'a pas les défaites, on n'a pas les événements les plus tragiques de notre histoire. Nous avons la chance d'avoir cette collection qui est un vrai trésor, c'est-à-dire nous sommes le seul pays au monde qui conserve toute son histoire nationale dans un même lieu. Ces œuvres sont des icônes, des images qui sont dans toutes les têtes, mais dont on n'imagine pas qu'elles se trouvent ici, à Versailles. Comme le célèbre tableau de David, qui peint la traversée des Alpes par l'armée française en 1800 et représente Bonaparte en héros, menant ses troupes sur un cheval fougueux. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on sait qu'il a franchi les Alpes sur le dos d'un mulet, comme il le pouvait, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moyens de franchir ce relief particulièrement accidenté et très enneigé à cette fin du printemps. C'est une image complètement fabriquée, c'est une image de propagande, on peut vraiment dire ça aujourd'hui, ou de communication, si on préfère le mot. Napoléon, portrait après portrait, construit sa légende. Ou des portraits d'hommes célèbres, des politiques, des écrivains, des poètes. C'est le portrait le plus célèbre de Victor Hugo probablement, parce que c'est le portrait qui le représente, c'est le bon vieillard, le grand vieillard en fait qu'on montre comme modèle aux enfants des écoles. Et c'est un portrait qui a été reproduit dans tous les ouvrages d'histoire et de littérature depuis qu'il a été peint et présenté au salon. L'idée des équipes est d'inscrire ces collections dans un projet pédagogique. Nous voulons absolument faire comprendre que ces œuvres ne sont pas de stricte représentation de la réalité, mais vraiment des œuvres de réécriture. On recompose l'histoire, on la réécrit dans le sens qui est favorable pour l'événement, pour la France, pour le personnage représenté. Le projet des équipes est de valoriser une présentation de ces collections d'un autre siècle avec les moyens d'aujourd'hui et de mettre en avant les hommes et les femmes qui ont fait notre histoire. Versailles nous oblige. On se sent constamment tributaire de ce passé. Il faut être à la hauteur de ce passé, c'est-à-dire le respecter. Et encore une fois, le faire vivre, le transmettre. Et donc, il s'agit d'ouvrir au maximum ce lieu pour en montrer toutes les richesses, tous les trésors, tous les chefs-d'œuvre. Versailles est une féerie somptueuse et théâtrale. C'est aussi une démonstration de gloire et de puissance exaltée jusqu'à la démesure par l'art, l'éclat et la magnificence. La Révolution française et les vicissitudes du temps ont brutalement ôté son lustre à ce palais démesuré. Vidé, délaissé, abandonné, il a manqué de peu d'être détruit. Conscient de sa valeur inestimable, quelques hommes et femmes se sont donnés pour mission de le faire renaître et le château de Versailles fut sauvé. Il représente aujourd'hui, 350 ans après la pose de sa première pierre, l'emblème de la France à travers le monde. Grâce au travail passionné des équipes qui, hier comme aujourd'hui, s'acharnent à le préserver, le restaurer, le magnifier, il recouvre sa beauté et toute sa faculté à nous fasciner. Comme nous l'avons vu, le château de Versailles suscite de véritables passions parmi ceux qui, au quotidien, veillent sur tous ces trésors. Il fait aussi rêver ses visiteurs, des écoliers qui le découvrent, aux chefs d'État qui l'impressionnent. S'il réunit en un même lieu les chefs-d'œuvre des plus grands artistes de notre histoire, il en est aussi le reflet le plus brillant. Résidence royale, musée de l'histoire de France, le château de Versailles est une œuvre d'art totale. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir Versailles différemment et vous avoir donné envie de venir admirer tous ces chefs-d'œuvre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux trésors.